Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Deuxième partie. Pierre Gringoire. Extrait. Nos lecteurs ont pu observer qu'il avait déjà dû s'écouler un certain temps depuis le moment où Jupiter était rentré sous la tapisserie jusqu'à l'instant où l'auteur de la moralité s'était révélé ainsi brusquement. Chose remarquable, toute cette foule, quelques minutes auparavant si tumultueuse, attendait maintenant avec mansuétude sur la foi du comédien. Ce qui prouve cette vérité éternelle et tous les jours encore éprouvée dans nos théâtres, que le meilleur moyen de faire attendre patiemment le public, c'est de lui affirmer qu'on va commencer tout de suite. Une musique de haut et bas instruments se fit entendre de l'intérieur de l'échafaudage. La tapisserie se souleva. 4 personnages bariolés et fardés en sortirent, grimpèrent la roide échelle du théâtre et, parvenus sur la plateforme supérieure, se rangèrent en ligne devant le public, qu'ils saluèrent profondément. Alors, la symphonie se tut. C'était le mystère qui commençait. Les 4 personnages, après avoir largement recueilli le paiement de leur révérence en applaudissements, entamèrent, au milieu d'un religieux silence, un prologue dont nous faisons volontiers grâce au lecteur. Du reste, ce qui arrive encore de nos jours, le public s'occupait encore plus des costumes qu'ils portaient que du rôle qu'ils débitaient. Et en vérité, c'était justice. Ils étaient vêtus tous 4 de robes mi-partie jaune et blanc, qui ne se distinguaient entre elles que par la nature de l'étoffe. La première était en brocart, or et argent, la deuxième en soie, la troisième en laine, la quatrième en toile. Le premier des personnages portait en main droite une épée, le second 2 clés d'or, le troisième une balance, le quatrième une bêche. Et pour aider les intelligences paresseuses qui n'auraient pas vu clair à travers la transparence de ces attributs, on pouvait lire en grosses lettres noires brodées, au bas de la robe de brocart, « Je m'appelle noblesse ». Au bas de la robe de soie, « Je m'appelle clergé ». Au bas de la robe de laine, « Je m'appelle marchandise ». Au bas de la robe de toile, « Je m'appelle labour ». Le sexe des 2 allégories mâles était clairement indiqué à tout spectateur judicieux par leur robe moins longue et par la cramignole qu'elles portaient en tête, tandis que les 2 allégories femelles, moins court-vêtues, étaient coiffées d'un chaperon. Il eût fallu aussi beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas comprendre, à travers la poésie du prologue, que Labour était marié à marchandise et Clergé à noblesse, et que les 2 heureux couples possédaient en commun un magnifique dauphin d'or, qu'ils prétendaient n'être jugés qu'à la plus belle. Ils allaient donc par le monde cherchant et quêtant cette beauté, et après avoir successivement rejeté la reine de Golconde, la princesse de Trébizonde, la fille du grand khan de Tartarie, etc., Labour et Clergé, noblesse et marchandise, étaient venus se reposer sur la table de marbre du palais de justice, en débitant devant l'honnête auditoire autant de sentences et de maximes qu'on en pouvait alors dépenser à la faculté des arts aux examens, sophismes, déterminances, figures et actes où les maîtres prenaient leur bonnet de licence. Tout cela était en effet très beau. Cependant, dans cette foule sur laquelle des 4 allégories versaient à qui mieux des flots de métaphores, il n'y avait pas une oreille plus attentive, pas un cœur plus palpitant, pas un œil plus hagard, pas un cou plus tendu que l'œil, l'oreille, le cou et le cœur de l'auteur, du poète, de ce brave Pierre Gringoire, qui n'avait pu résister le moment d'auparavant à la joie de dire son nom à 2 jolies filles. Il était retourné à quelques pas d'elle, derrière son pilier, et là, il écoutait, il regardait, il savourait. Les bienveillants applaudissements qui avaient accueilli le début de son prologue retentissaient encore dans ses entrailles. Et il était complètement absorbé dans cette espèce de contemplation extatique avec laquelle un auteur voit ses idées tomber une à une de la bouche de l'acteur dans le silence d'un vaste auditoire. Digne Pierre Gringoire. Il nous en coûte de le dire, mais cette première extase fut bien vite troublée. À peine Gringoire avait-il approché ses lèvres de cette coupe enivrante de joie et de triomphe qu'une goutte d'amertume vint s'y mêler. Un mendiant déguenillé qui ne pouvait faire recette, perdu qu'il était au milieu de la foule, et qui n'avait sans doute pas trouvé suffisante indemnité dans les poches de ses voisins, avait imaginé de se juger sur quelques points en évidence pour attirer les regards et les aumônes.
Il s'était donc hissé pendant les premiers vers du prologue, à l'aide des piliers de l'estrade réservés jusqu'à la corniche qui en bordait la balustrade à sa partie inférieure. Et là, il s'était assis, sollicitant l'attention et la pitié de la multitude avec ses haillons et une plaie hideuse qui couvrait son bras droit. Du reste, il ne proférait pas une parole. Le silence qu'il gardait laissait aller le prologue sans encombre, et aucun désordre sensible ne serait survenu si le malheur n'eût voulu que l'écolier Johannes avisât du haut de son pilier le mendiant et ses simagrées. Un fou rire s'empara du jeune drôle qui, sans se soucier d'interrompre le spectacle et de troubler le recueillement universel, s'écria gaillardement « Tiens, ce malin greux qui demande l'aumône !» Quiconque a jeté une pierre dans une mare à grenouilles ou tiré un coup de fusil dans une volée d'oiseaux peut se faire une idée de l'effet que produisirent ces paroles incongrues au milieu de l'attention générale. Gringoire en tressaillit comme des secousses électriques. Le prologue resta court et toutes les têtes se retournèrent en tumulte vers le mendiant qui, loin de se déconcerter, vit dans cet incident une bonne occasion de récolte et se mit à dire d'un air dolent, en fermant ses yeux à demi « La charité, s'il vous plaît !»« Eh, mais sur mon âme, reprit Johannes, c'est Clopin trouille fou. Oh là, l'ami, ta plaie te gênait donc à la jambe que tu l'as mise sur ton bras ?» En parlant ainsi, il jetait avec une adresse de singe un petit blanc dans le feutre gras que le mendiant tendait de son bras malade. Le mendiant reçut sans broncher l'aumône et le sarcasme et continua d'un accent lamentable. « La charité, s'il vous plaît !» Cet épisode avait considérablement distrait l'auditoire et bon nombre de spectateurs, Robin Poussepain et tous les clercs en tête, applaudissaient gaiement à ce duo bizarre qui venait d'improviser, au milieu du prologue, l'écolier avec sa voix criarde et le mendiant avec son imperturbable psalmodie. Gringoire était fort mécontent. Revenu de sa première stupéfaction, il s'évertuait à crier aux 4 personnages en scène « Continuez, que diable, continuez !» sans même daigner jeter un regard de dédain sur les 2 interrupteurs. En ce moment, il se sentit tiré par le bord de son surtout. Il se retourna, non sans quelque humeur, et eut assez de peine à sourire. Il le fallait pourtant. C'était le joli bras de Gisquette la gencienne qui, passé à travers la balustrade, sollicitait de cette façon son attention. « Monsieur, dit la jeune fille, est-ce qu'ils vont continuer ?» « Sans doute, répondit Gringoire, assez choqué de la question. « En ce cas, messire, auriez-vous la courtoisie de m'expliquer ce qu'ils vont dire ?» interrompit Gringoire. « Eh bien, écoutez. »« Non, dit Gisquette, mais ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. » Gringoire fit un soubresaut comme un homme dont on toucherait la plaie à vif. « Peste de la petite fille sotte et bouchée, dit-il entre ses dents. » À dater de ce moment-là, Gisquette fut perdue dans son esprit. Cependant, les acteurs avaient obéi à son injonction, et le public, voyant qu'il se remettait à parler, s'était remis à écouter, non sans avoir perdu force beauté, dans l'espèce de soudure qui se fit entre les 2 parties de la pièce, ainsi brusquement coupées. Gringoire en faisait tout bas l'amère réflexion. Pourtant, la tranquillité s'était rétablie peu à peu. L'écolier se taisait, le mendiant comptait quelques monnaies dans son chapeau, et la pièce avait repris le dessus. C'était en réalité un fort bel ouvrage, et dont il nous semble qu'on pourrait encore fort bien tirer parti aujourd'hui, moyennant quelques arrangements. L'exposition, un peu longue et un peu vide, c'est-à-dire dans les règles, était simple, et Gringoire, dans le candide sanctuaire de son fort intérieur, en admirait la clarté. Comme on s'en doute bien, les 4 personnages allégoriques étaient un peu fatigués d'avoir parcouru les 3 parties du monde sans trouver à se défaire convenablement de leur dauphin d'or. Là-dessus, éloge du poisson merveilleux, avec 1000 allusions délicates au jeune fiancé de Marguerite de Flandre, alors fort tristement reclus à Amboise, et ne se doutant guère que labour et clergé, noblesse et marchandises venaient de faire le tour du monde pour lui. Le futil dauphin donc était jeune, était beau, était fort, et surtout, magnifique origine de toutes les vertus royales, il était le fils du lion de France. Je déclare que cette métaphore hardie est admirable, et que l'histoire naturelle du théâtre, un jour d'allégorie et d'épithalame royal, ne s'effarouche aucunement d'un dauphin fils d'un lion. Ce sont justement ces rares et pindariques mélanges qui trouvent l'enthousiasme. Néanmoins, pour faire aussi la part de la critique,
Le poète aurait pu développer cette belle idée en moins de 200 vers. Il est vrai que le mystère devait durer depuis midi jusqu'à 4 heures, d'après l'ordonnance de monsieur le prévôt, et qu'il faut bien dire quelque chose. D'ailleurs, on écoutait patiemment. Tout à coup, au beau milieu d'une querelle entre mademoiselle Marchandise et madame Noblesse, au moment où maître Labour prononçait ce vers mirifique « On que ne vit dans les bois bête plus triomphante », la porte de l'estrade réservée, qui était juste là restée si mal à propos fermée, s'ouvrit plus mal à propos encore. Et la voix retentissante de l'huissier annonça brusquement « Son éminence, monseigneur le cardinal de Bourbon ».